Je m'appelle Eric, j'ai 32 ans, et la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire a été d'enlever ma propre fille pour la sauver de ma propre mère. Avant que je ne vous parle des gyrophares et de l'acier froid des menottes qui ont mis fin à ce cauchemar, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Le téléphone n'a pas sonné. Il a vibré contre la table de chevet en acajou. Un bourdonnement strident, semblable à celui d'un insecte, qui a déchiré le silence du domaine. Il était 3h03 du matin. J'ai été réveillé instantanément. Vous savez, ce genre de réveil? Celui où votre cœur martèle vos côtes avant même que vos yeux ne puissent faire le point. Je dormais d'un œil depuis que j'avais réemménagé chez ma mère il y a une semaine. Je me suis retourné, les draps de soie coûteux s'en mêlant autour de mes jambes. Des draps qui n'étaient pas les miens, dans un lit qui n'était pas le mien. Dans une vie que j'avais perdu le droit d'appeler la mienne. J'ai attrapé le téléphone. La luminosité de l'écran m'a piqué les yeux. C'était un message de Sarah, la petite amie de mon frère Julien. Ne fais pas confiance à ton frère pourri. Il va te trahir demain matin. Prends Becca et partez immédiatement. Ne les laisse pas t'entendre. J'ai fixé les mots. Le petit curseur clignotait, se moquant de moi. Sarah. Sarah ne m'envoyait jamais de texto. Elle me regardait à peine. Dans cette maison, j'étais l'échec. Le fils prodigue rentré à la maison fauchée, un père célibataire avec une fille de 6 ans et une montagne de dettes. Sarah était le trophée au bras de Julien. L'observatrice silencieuse au dîner qui picorait sa salade pendant que ma mère faisait des commentaires passifs-agressifs sur mon absence de carrière. Pourquoi m'avertirait-elle? Mais alors je l'ai entendu. Un faible grondement de rire venant du couloir. Le rire de Julien. Il était distinct, arrogant, un son qui me faisait me sentir petit quand nous étions enfants. Il a été suivi par le tintement d'un verre. Mon estomac s'est retourné. Mon instinct, cette sonnette d'alarme primitive au fond de mon crâne, s'est mis à hurler « Fuis !» Je ne l'ai pas remis en question. J'ai jeté les couvertures. Je n'ai pas pris la peine de changer mon t-shirt et mon caleçon. J'ai attrapé un jean par terre et je l'ai enfilé, manquant de trébucher dans le noir. Je n'ai pas allumé la lampe. La lumière était l'ennemi en ce moment. Je me suis dirigé vers le sac de sport dans le coin. Je n'avais jamais complètement défait mes bagages. Peut-être qu'une partie de moi savait que ce n'était pas permanent. J'ai fourré mon ordinateur portable, mon portefeuille, une poignée de billets froissés que j'avais économisés de mon dernier chèque de paie avant le licenciement. Puis la partie la plus difficile. Je me suis glissé dans la chambre attenante. Becca dormait, son petit corps recroquevillé sous une couette rose, serrant un lapin en peluche usé qu'elle appelait Monsieur Hopkins. Elle avait l'air si paisible. Le clair de lune filtrait à travers les lourds rideaux de velours, peignant une bande argentée sur sa joue. Elle était la seule bonne chose qu'il me restait. La seule raison pour laquelle je n'avais pas jeté ma voiture d'un pont lorsque ma femme, Linda, était décédée 2 ans auparavant. J'ai posé une main sur son épaule. Elle a bougé. Chut, bébé, ai chuchoté, ma voix tremblante. C'est papa. Ne parle pas. On joue à un jeu, Becca a cligné des yeux, ses grands yeux bruns embrumés de sommeil. Papa, c'est le matin? Non, ma chérie. Une mission secrète, comme dans tes dessins animés. On doit être super silencieux, comme des ninjas. J'ai vu la confusion sur son visage. Mais elle a hoché la tête. Elle me faisait confiance. Mon Dieu, elle me faisait confiance. Et ce poids me semblait plus lourd que la maison elle-même. Je l'ai prise dans mes bras. Elle devenait lourde. 6 ans et elle poussait comme une mauvaise herbe. Mais l'adrénaline qui déferlait dans mes veines la rendait légère comme une plume. Elle a enroulé ses jambes autour de ma taille et a enfoui son visage dans mon cou. Je pouvais sentir son souffle chaud. Cela m'a ancré. Je n'ai pas osé prendre l'escalier principal. Les marches en marbre craquaient. Je connaissais chaque gémissement de cette vieille maison. Je me suis dirigé vers l'escalier de service au fond du couloir. En passant devant le bureau de Julien, la porte était entr'ouverte d'1 pouce. Une fente de lumière dorée se déversait sur le tapis perçant. Je me suis arrêté. Je n'aurais pas dû m'arrêter. J'aurais dû continuer à courir, mais j'ai entendu mon nom. Eric est complètement largué, maman. Il pense que nous l'aidons avec l'arrangement de la garde. J'ai figé. C'était Julien. Puis la voix de ma mère.
froide. Précise. La voix d'une femme qui négociait des contrats immobiliers de plusieurs millions de dollars sans scier. Et la fille, l'acheteur est précis sur le calendrier. Julian, nous ne pouvons pas avoir de complications. Ne t'inquiète pas, a dit Julian. Je pouvais entendre le sourire narquois dans sa voix. Becca est la garantie parfaite. Une fois qu'Eric aura signé la procuration demain, pensant que c'est pour une demande d'emploi, il nous appartiendra. Il tombera pour les accusations de fraude sur la société écran. Nous toucherons le pactole et la fille, eh bien, elle ira à l'agence d'adoption que les partenaires ont recommandée. C'est propre. Mon sang s'est glacé. Ce n'était plus seulement de la peur. C'était un coup de poing physique à l'estomac. Ils ne se contentaient pas de me mettre à la porte. Ils me piégeaient. Ils allaient utiliser ma fille, ma Becca, comme garantie pour une sorte de marché sordide. J'ai serré Becca plus fort. Elle a laissé échapper un petit gémissement. Tu as entendu ça? La voix de Julian a baissé. C'est juste la maison qui travaille, espèce d'idiot paranoïaque, a claqué ma mère. Serre-moi un autre verre. Je n'ai pas attendu. J'ai bougé. J'ai pratiquement glissé le long de l'escalier de service, mes chaussettes agrippant le bois. J'ai atteint la cuisine, l'odeur de cire au citron et de café rassis me frappant. La porte de derrière. S'il te plaît, qu'elle soit déverrouillée. Elle était verrouillée. Le pen dormant. J'ai tâtonné avec le loquet. Mes doigts tremblaient si fort que je pouvais à peine saisir le métal. Clic, le son a résonné comme un coup de feu dans la cuisine silencieuse. Allô? La voix de Julian a retenti du haut des escaliers. J'ai poussé la porte et je suis sorti dans l'air frais de la nuit. Le gravier de l'allée mordait mes pieds nus. Je n'avais pas encore mis mes chaussures. J'ai sprinté vers le garage, ignorant les pierres pointues. Ma voiture était garée à l'extérieur. Une berline cabossée de 10 ans qui ressemblait à une épave à côté du VUS noir massif de ma mère et de la Lamborghini Urus jaune fluo de Julian. Cette Lamborghini, elle était là, comme une bête tapis, agressive et bruyante, même éteinte. J'ai jeté le sac de sport sur le siège passager et j'ai bouclé Becca dans son rehausseur à l'arrière. Elle était bien réveillée maintenant, les yeux écarquillés de peur. « Papa, tu me fais peur » a-t-elle chuchoté. « Je sais, bébé. Je sais. Je suis désolé. » Mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber les clés. Elles ont cliqueté sur le tapis de sol. Merde, ai-je sifflé. Je les ai cherchées à tâtons, enfonçant la clé dans le contact. Le moteur a tout sauté. S'il te plaît, pas maintenant. Pas aujourd'hui. Il a rugi pour s'animer. Un rugissement tout sautant et sifflant, mais c'était de la musique à mes oreilles. J'ai passé la marche arrière juste au moment où la porte arrière du manoir s'est ouverte en grand. Une silhouette se tenait là, contre la lumière. Julian, il tenait un verre de scotch dans une main, et il avait l'air confus. Puis il a vu ma voiture. Il a laissé tomber le verre. Je l'ai vu se briser sur le patio. Il a commencé à courir vers moi, son visage se tordant en un masque de rage. J'ai passé la première et j'ai appuyé à fond. Les pneus ont patiné sur le gravier meuble, soulevant un nuage de poussière. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai dévalé la longue allée sinueuse, dépassant les haies parfaitement taillées, dépassant les grilles en fer qui étaient censées tenir le mauvais monde à l'écart. J'ai réalisé alors que le mauvais monde n'était pas là-bas. Il était dans le rétroviseur. L'autoroute à 3h30 du matin est un endroit solitaire. C'est juste vous, les longues lignes jaunes qui s'étirent dans le néant, et les démons dans votre tête. J'ai conduit pendant 1 heure sans m'arrêter, les jointures blanches sur le volant. Chaque paire de phares qui apparaissait derrière moi me faisait arrêter le cœur. Était-ce la Lamborghini? Était-ce la police? Becca s'était rendormie. Dieu merci. Le bourdonnement rythmique des pneus sur l'asphalte agissait comme une berceuse. Je l'enviais. J'enviais son innocence. Elle ne savait pas que sa grand-mère, la femme qui lui avait acheté une glace hier, prévoyait de la vendre comme un meuble. J'ai regardé la jauge de carburant, un demi-réservoir. Je devais continuer à bouger, mais mes mains tremblaient de manière si incontrôlable que j'avais du mal à maintenir la voiture dans sa voie. Pourquoi suis-je revenu? C'était la question qui tournait en boucle dans mon cerveau. Pourquoi suis-je entré dans la fosse au lion? Ça a commencé il y a 6 mois. L'enterrement.
Je me souviens d'être debout devant la tombe de Linda. Il pleuvait. Bien sûr, il pleuvait, comme un cliché de mauvais film. Je tenais la main de Becca et elle portait une robe noire un peu trop petite pour elle parce que je n'avais pas les moyens d'en acheter une nouvelle. Les factures médicales avaient tout vidé. Le cancer de Linda était agressif et la compagnie d'assurance nous a combattus à chaque étape. Nous avons d'abord perdu la maison, puis les économies, puis le fonds d'études que nous avions commencé pour Becca. J'étais fauché. Brisé. Veuf à 32 ans, sans emploi et avec un enfant qui avait besoin que je sois Superman alors que je me sentais comme Clark Kent sans pouvoir. Et ils étaient là, ma mère et Julian. Ils sont arrivés dans une Rolls-Royce noire, sortant sur l'herbe boueuse comme des rois visitant un village de paysans. Ma mère portait d'énormes lunettes de soleil, cachant ses yeux. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle a posé une main gantée sur mon épaule. « Eric » a-t-elle dit, sa voix douce. « Tu as l'air terrible. »« Merci, maman » ai-je balbutié. « Je viens d'enterrer ma femme. »« Il est temps d'arrêter ces bêtises » a-t-elle dit, ignorant mon chagrin. « Rentre à la maison. Le domaine est assez grand. Tu as besoin d'aide. Becca a besoin de stabilité. Et franchement, c'est embarrassant pour la famille de te voir vivre dans cet immeuble d'appartement. J'aurais dû dire non. Mon instinct me disait de dire non. Je savais qui ils étaient. Je savais que Julian me détestait depuis que nous étions enfants parce que papa, avant de mourir, louait toujours mes compétences en menuiserie alors que Julian avait du mal à réussir de simples cours de commerce. C'est moi que papa voulait pour reprendre le côté construction de l'entreprise. Julian n'était le fils en or qu'aux yeux de maman. Mais j'ai baissé les yeux sur Becca. Elle frissonnait. Elle avait l'air si petite et fragile. J'ai pensé aux avis de loyer en retard sur mon comptoir de cuisine. J'ai pensé au frigo vide. Alors j'ai ravalé ma fierté. J'ai vendu mon âme pour un lit chaud pour ma fille. D'accord, avais-je dit, juste le temps de me remettre sur pied. Quelle blague. Retour à la semaine dernière. La table du dîner, la longue table en chêne poli qui pouvait accueillir 12 personnes, mais où nous n'étions que 4. Eric, avait dit Julian en faisant tourner son vin rouge, j'ai regardé les comptes. La structure de la fiducie d'héritage de papa est compliquée. Mais je pense avoir trouvé un moyen de te trouver un poste dans l'entreprise. Un rôle de consultant. Salaire élevé, avantages sociaux complets. J'étais désespéré. Vraiment, Julian ? Ce serait incroyable. Je peux gérer la logistique du site. Je connais les équipes. Bien sûr, Julian a agité la main avec dédain, mais nous devons d'abord assainir ta situation juridique. Avec la faillite et tout, tu es un passif. Maman et moi avons créé une société holding. Si tu signes une procuration pour tes actifs, juste temporairement, nous pouvons te protéger des créanciers. Ça sécurise tes futurs actifs. Je n'avais pas d'actifs. J'avais une voiture cabossée et une boîte à outils. C'est pour Becca, a ajouté ma mère, coupant son steak avec une précision chirurgicale. Ne veux-tu pas subvenir à ses besoins ? Ou vas-tu la laisser grandir en sachant que son père est un raté ? Ce mot, raté. Elle savait exactement où planter le couteau. J'ai accepté. J'étais censé signer les papiers demain matin. 9h si Sarah ne m'avait pas envoyé de texto. J'ai frappé le volant avec ma main, faisant légèrement dévier la voiture. Je l'ai corrigé, respirant fort. J'étais un idiot crédule et désespéré. Il ne me protégeait pas des créanciers. Il me piégeait. Julian devait détourner des fonds de l'entreprise. Il avait besoin d'un bouc émissaire. Quelqu'un avec le même nom de famille, mais sans pouvoir. Moi. Et Becca, qu'entendait-il par « garantie » ? L'agence d'adoption. Un frisson m'a parcouru que le chauffage de la voiture ne pouvait pas dissiper. Ils allaient me retirer mes droits, me déclarer inapte avec une accusation de fraude criminelle. Je perdrais la garde instantanément. Ma mère avait des relations avec tous les juges et avocats du comté. Elle obtiendrait la garde d'urgence et enverrait ensuite Becca loin. Pourquoi ? Un moyen de pression. C'était la seule réponse. Peut-être pour me forcer à accepter un plaidoyer de culpabilité. Ou peut-être juste parce qu'ils le pouvaient, parce que pour eux, les gens n'étaient que des pions sur un échiquier. J'ai vérifié à nouveau le rétroviseur. L'obscurité.
J'avais besoin d'un plan. Je ne pouvais pas conduire éternellement. J'avais 300 $ en espèces, une carte de crédit au maximum, et un quart de réservoir d'essence. J'ai vu un panneau indiquant une aire de repos à 5 miles. J'avais besoin d'aller aux toilettes. J'avais besoin de me passer de l'eau froide sur le visage. J'ai quitté l'autoroute. L'aire de repos était déserte. Juste quelques semi-remorques au ralenti dans le noir, leurs moteurs grondant comme des bêtes endormies. Les néons de la station-service clignotaient au-dessus de nos têtes, projetant une lueur jaune maladive sur le béton. Je me suis garé dans l'ombre, loin de l'entrée principale. Je ne voulais pas que la plaque d'immatriculation soit facilement visible par les caméras. Je me suis tourné pour vérifier Becca. Elle dormait toujours, serrant Monsieur Hopkins. J'ai doucement ouvert la porte et je suis sorti. L'air était vif, sentant le diesel et la terre humide. Mon téléphone a vibré à nouveau dans ma poche. J'ai sursauté. Je l'ai sorti. 5 appels manqués de ma mère. 3 appels manqués de Julien. Et un nouveau texto de Julien. Je sais que tu l'as prise. Tu fais une grosse erreur, Eric. Ramène-la maintenant et nous pourrons parler. Si tu ne le fais pas, j'appelle les flics. Enlèvement d'un mineur à travers les frontières d'un État. C'est fédéral, frangin. Pense à ton avenir. Pense à Becca. J'ai fixé l'écran, mon pouce planant au-dessus du bouton de suppression. Il me manipulait. C'est lui qui prévoyait de la vendre. Et il m'accusait d'avoir enlevé ma propre fille. Mais il avait raison sur un point. Légalement, c'était compliqué. S'il prétendait que j'étais instable. S'il prétendait que je l'avais prise sans consentement. J'avais besoin d'aide. J'avais besoin d'un allié. J'ai pensé à Sarah. Pourquoi m'a-t-elle aidé? Elle était l'une d'entre eux, n'est-ce pas? Elle conduisait une Mercedes, portait des vêtements de marque, riait des blagues cruelles de Julien. J'ai fait défiler jusqu'à son message. Ne fais pas confiance à ton frère pourri. J'ai appuyé sur « Appeler ». C'est allé directement à la messagerie vocale. J'ai réessayé. Messagerie vocale. Merde, Sarah, ai-je chuchoté. Décroche. À la 3e tentative, elle a répondu. Sa voix était un murmure, à peine audible. Eric, tu es en sécurité? Je suis parti. Je conduis. Sarah, qu'est-ce qui se passe, bordel? Qu'est-ce que tu voulais dire par te trahir? Écoute-moi, a-t-elle sifflé. J'ai entendu le bruit d'une porte se fermant en arrière-plan. Elle se cachait aussi. J'ai trouvé les emails. Julien a joué en ligne, sur les marchés à terme. Il a perdu 4 millions de $. Eric, il a emprunté de l'argent à des gens peu recommandables. Des usuriers, mais pire, des requins de la finance. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ils veulent récupérer leur argent. Ou ils veulent un bouc émissaire. Julien a truqué les comptes pour cacher les pertes. Il va te faire porter le chapeau pour le détournement de fonds. Les papiers que tu allais signer. Il transfère la responsabilité de la société écran à ton nom. J'ai eu l'impression que j'allais vomir. Et Becca, la voix de Sarah s'est brisée. Les prêteurs. L'un d'eux dirige un réseau de placements privés. Des adoptions haut de gamme pour des couples riches qui ne peuvent pas concevoir et ne veulent pas attendre. Illégal, rapide, cher. Julien l'a offerte en paiement des intérêts. Pour gagner du temps. Le monde a tourné. J'ai dû m'agripper au capot de ma voiture pour ne pas tomber. Mon frère, mon propre frère, a offert ma fille à des trafiquants d'êtres humains pour payer une dette de jeu, c'est un monstre, ai-je chuchoté. Oui, a dit Sarah. Il l'est. Et ta mère le sait. Elle a accepté pour sauver la réputation de l'entreprise, a-t-elle dit. Elle a dit, tu pourras toujours avoir un autre enfant. La rage. Une rage pure, blanche et brûlante m'a aveuglé pendant une seconde. Je voulais faire demi-tour. Je voulais retourner là-bas et brûler cette maison jusqu'aux fondations avec eux à l'intérieur. Eric, écoute, a dit Sarah, urgent. J'ai des preuves. J'ai téléchargé le grand livre. Je les ai enregistrés en train de parler ce soir. J'ai tout sur une clé USB. Va à la police, ai-je dit. Je ne peux pas. Le shérif joue au golf avec ta mère tous les dimanches. Ils ne me croiront pas.
Ils l'enterreront. Tu as besoin des fédéraux ou de quelqu'un en dehors de leur cercle. Où es-tu? Je pars aussi. J'ai fait un sac. Je prends la route de campagne vers l'autoroute. Retrouve-moi au vieux dîner sur la route 9. Celui avec l'enseigne au néon cassé. Dans 30 minutes. Sarah, si c'est un piège. Ce n'est pas un piège, Eric. Je suis enceinte. Silence. Quoi? Je suis enceinte de l'enfant de Julien, et je mourrai avant de laisser mon enfant grandir dans cette maison. Je fais ça pour moi autant que pour toi. Retrouve-moi. Route 9. La ligne a coupé. Je suis resté là, sous les lumières vacillantes de la station-service. Mes mains tremblaient. Mais plus de peur, d'adrénaline, d'un instinct de protection si féroce qu'il semblait pouvoir briser des os. Je ne fuyais plus. J'allais en guerre. Je suis remonté dans la voiture. Becca s'agitait. Papa, j'ai soif, murmura-t-elle en se frottant les yeux. Je sais, ma chérie. Regarde, j'ai de l'eau. Je lui ai tendu une bouteille que j'avais attrapée sur le plancher arrière, un reste d'un voyage en voiture il y a des mois. Elle était tiède, mais elle l'a bu avidement. On est bientôt arrivé. Pas encore. On doit retrouver une amie. Ensuite, on ira à la plage. D'accord. Elle a fait une pause. Est-ce qu'oncle Julien vient? J'ai serré le volant. Non, oncle Julien n'est pas invité. J'ai quitté la station-service, les pneus crissant sur le gravier. La route 9 était une route à deux voies qui traversait la dense forêt de pins. Elle était plus sombre que l'autoroute, plus étroite. Les arbres se dressaient au-dessus de nous comme de gigantesques sentinelles. Je vérifiais sans cesse mon téléphone. Plus d'appels. Cela m'effrayait plus que la sonnerie. Le silence signifiait qu'ils agissaient. J'ai conduit vite, poussant la vieille berline à 60 à 65. Le moteur a gémi en signe de protestation. Soudain, des lumières bleues et rouges ont explosé dans mon rétroviseur. Mon cœur s'est arrêté. La police. Papa, regarde. Des jolies lumières. Becca a montré par la vitre arrière. Oui, bébé. Joli, ai-je balbutié. J'ai ralenti. Peut-être que c'était juste pour excès de vitesse. Peut-être qu'il ne savait pas encore. Je n'avais pas traversé de frontière d'État. Je me suis rangé sur l'accotement. Le gravier a crissé. J'ai baissé la vitre, gardant mes mains visibles sur le volant. Reste silencieuse, Becca. Pas un mot. Un projecteur a frappé mon rétroviseur latéral, m'aveuglant. Une silhouette s'est approchée. Des bottes lourdes sur l'asphalte. Papier du véhicule et permis de conduire. Une voix a retenti. J'ai plissé les yeux. Ce n'était pas un policier d'État. C'était un shérif adjoint du comté. J'ai reconnu l'uniforme. Le département du shérif Miller. Le partenaire de golf de ma mère. Y a-t-il un problème, officier? J'ai essayé de garder ma voix stable. Nous avons un rapport d'un véhicule correspondant à cette description impliqué dans une dispute domestique. Possible enlèvement d'enfants. L'officier s'est penché. J'ai vu son badge. Adjoint Higgins. Je ne le connaissais pas, mais j'ai vu sa main reposer sur son étui. Enlèvement. C'est ma fille. Nous partons en voyage. À 4 heures du matin. Higgins a braqué sa lampe de poche sur la banquette arrière, droit dans le visage de Becca. Elle a tressailli. Et, ne lui mettez pas ça dans les yeux, ai-je lancé. Sortez de la voiture, monsieur, a ordonné Higgins. Il a détaché la sangle de son étui. C'était le moment. Si je sortais, il prendrait Becca. Ils appelleraient ma mère. Elle arriverait dans sa Rolls-Royce, jouerait la grand-mère éplorée, et ramènerait ma fille dans cet enfer pour être vendue. J'ai regardé le levier de vitesse. Mon pied était sur le frein. Le moteur tournait toujours. Monsieur, sortez du véhicule maintenant. J'ai regardé Higgins. Il était jeune, nerveux. Je suis désolé, ai-je chuchoté. J'ai écrasé l'accélérateur. Les pneus ont crissé. La voiture a fait un tête-à-queue, projetant du gravier sur l'adjoint. Je l'ai entendu crier, puis le « pop-pop » d'un coup de feu. La vitre arrière a volé en éclats.
Becca a crié. Baisse-toi. Becca. Baisse-toi par terre, ai-je hurlé, faisant une embardée sur la route. J'ai vérifié le rétroviseur. L'adjoint courait vers sa voiture de patrouille. Papa. Papa. Becca pleurait hystériquement. Ça va. Tu es blessé? Becca, réponds-moi. J'ai peur. Il y a du verre. Reste baissé. Reste par terre. J'ai appuyé à fond. La vieille berline a tremblé violemment alors que je la poussais à 80. La sirène a hurlé derrière moi, se rapprochant. J'ai pris un virage serré à gauche sur une route forestière. C'était un pari. Je connaissais ces bois. J'y faisais de la randonnée avec mon père. Si je me souvenais bien, cette route rejoignait l'ancienne carrière et débouchait près de la route 9, contournant l'intersection principale. La voiture a rebondi et a heurté des ornières. Des branches ont fouetté le pare-brise. La voiture de patrouille n'a pas suivi. N'a pas pu prendre le virage assez vite. Ou peut-être attendait-il des renforts. J'ai conduit dans le noir pendant ce qui a semblé des heures, bien que ce fût probablement 10 minutes. La suspension a gémi à chaque bosse. Finalement, j'ai vu la route goudronnée devant moi. La route 9. J'ai débouché, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. J'ai vérifié la banquette arrière. Becca était recroquevillée en boule sur les tapis de sol, entourée de diamants de verre de sécurité. Becca, bébé. Je veux rentrer à la maison, a-t-elle sangloté. Je veux maman. Ça m'a brisé. Je sais, bébé. Je sais, mais on ne peut pas rentrer à la maison. J'ai vu le dîner devant. L'enseigne au néon bourdonnait et vacillait. Joe's dîner. Le parking était vide, à l'exception d'une Mercedes argentée garée dans le coin le plus sombre. Sarah. Je me suis garé à côté d'elle. Je n'ai pas coupé le moteur. Sarah a sauté de sa voiture. Elle portait un sweat à capuche et un pantalon de jogging, ne ressemblant en rien à la mondaine sophistiquée que je connaissais. Elle a couru vers ma fenêtre. Jésus, Eric, ta vitre. Qu'est-ce qui s'est passé? Les flics. L'un des adjoints de Miller. Ils nous ont tiré dessus. Le visage de Sarah est devenu pâle. Ils n'essaient pas de t'arrêter, Eric. Ils essaient de t'arrêter par tous les moyens. Où est la preuve? Donne-la-moi. Elle m'a tendu une petite clé USB argentée. Elle était froide dans ma main. Tout est là-dedans. Enregistrements vocaux, virements bancaires, email avec l'agence. C'est assez pour les mettre en prison à vie. Viens avec nous, ai-je dit. On doit partir maintenant. Sarah a secoué la tête. Des larmes coulaient sur son visage. Je ne peux pas. Je dois y retourner. Quoi? Tu es folle? Tu as dit. Je t'ai gagné du temps, a-t-elle interrompu. J'ai dit à Julien que je t'avais vu te diriger vers l'autoroute dans la direction opposée. Il poursuit un fantôme en ce moment, mais si je disparais aussi, il saura que je t'ai aidé. Il me poursuivra et il te trouvera plus vite. Sarah, il est dangereux. Je sais, mais je dois aussi faire sortir ma sœur. Elle loge dans la maison d'amis. Je ne peux pas la laisser. Elle a tendu la main dans la voiture et a attrapé ma main. Sa prise était étonnamment forte. Va au bureau du FBI à Seattle. Demande l'agent Reynolds. C'est lui qui enquête sur les usuriers. Il t'écoutera. Merci, ai-je dit, ma voix épaisse d'émotion. Pourquoi? Pourquoi as-tu vraiment fait ça? Elle a regardé Becca, qui jetait un coup d'œil depuis le plancher. Parce que je n'ai pas pu sauver mon propre bébé la dernière fois, a-t-elle chuchoté. Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, des phares sont apparus au loin. Rapides, brillants, bleu xénon. Vas-y, a crié Sarah en frappant le côté de ma voiture. C'est lui. C'est la Lamborghini. Elle avait menti. Il n'était pas sur l'autoroute. Il avait suivi son téléphone. Ou le mien. J'ai écrasé l'accélérateur en sortant du parking. J'ai regardé dans le rétroviseur. La Lamborghini Urus jaune a crissé dans le parking, bloquant la voiture de Sarah. Julien a sauté dehors. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé ensuite. Je n'ai vu que la route et j'ai conduit comme si le diable lui-même était à mes trousses, parce qu'il l'était.
L'adrénaline commençait à s'estomper, remplacée par une clarté froide et vive. J'avais la clé USB dans ma poche. Elle était plus légère qu'une pièce de monnaie, mais elle portait le poids de la destruction de ma famille. Je devais voir ce qu'il y avait dessus. Non pas parce que je ne croyais pas Sarah, mais parce que j'avais besoin de carburant. J'avais besoin de les haïr assez pour faire ce qui allait suivre. Je me suis garé dans une parcelle dense d'arbres près d'un ancien sentier forestier, caché de la route principale. J'avais besoin de 5 minutes. Juste 5 minutes pour confirmer l'horreur. « Papa, est-ce que le méchant est parti ?» a demandé Becca. Sa voix était petite, tremblante. « Oui, ma chérie. Il est parti. J'ai besoin que tu sois courageuse encore un peu. Peux-tu manger cette barre de céréales pour moi ?» Je lui ai tendu une barre de collation écrasée de la boîte à gants. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Il restait 15% de batterie. J'ai enfoncé la clé USB. Les dossiers sont apparus. Grand livre, email, audio. J'ai cliqué sur « Audio ». Le fichier était daté d'hier. J'ai mis mes écouteurs. Je ne voulais pas que Becca entende. Du bruit de fond. Puis la voix de ma mère. « Le prix n'est pas négociable, monsieur Varga. La fille est en bonne santé. Blanche. Haute intelligence. Pas de défaut génétique. » Mon estomac s'est soulevé. Elle parlait de Becca comme si c'était un chien de race. Une voix d'homme, profonde. Avec un accent. Et le père ? Les problèmes de garde sont compliqués. Nous n'aimons pas ce qui est compliqué. La voix de Julien. Le père n'est pas un problème. Il signe une confession demain matin sans le savoir. Il sera en prison fédérale pour fraude d'ici 1 mois. Il perd tous ses droits parentaux. Nous, les grands-parents et l'oncle, assumons la tutelle. Nous vous signons les papiers immédiatement, monsieur Varga. Et la dette ? Ça efface l'ardoise. Julien, 4 millions plus les intérêts. On est quitte. Mère, pense à ça comme une promotion pour la fille. Elle va dans une famille riche en Europe. Bien mieux que d'être élevée par un charpentier en faillite, tu ne crois pas ? On lui rend service. J'ai arraché les écouteurs. J'ai ouvert la portière de la voiture et j'ai vomi sur les aiguilles de pin. La cruauté. La cruauté absolue et détachée. Une promotion, appelait-elle. Vendre ma fille, une promotion. J'ai essuyé ma bouche. Je me sentais différent maintenant. La peur avait disparu. L'hésitation avait disparu. L'homme qui voulait plaire à sa mère, qui voulait faire ses preuves auprès de son frère. Cet homme est mort là, dans les bois. J'étais un père. Rien d'autre ne comptait. J'ai refermé l'ordinateur portable. Nous devions nous rendre à Seattle. Agent Reynolds. J'ai reculé la voiture sur la route. Alors que je m'engageais, une forme noire s'est dessinée dans mon rétroviseur. Massive, imposante. La Rolls-Royce. Ma mère. Elle était là. Et derrière elle, comblant rapidement l'écart, la Lamborghini jaune. Il nous avait trouvés. Ce n'était plus une poursuite. C'était une chasse. La Rolls-Royce Cullinan est un tank. Elle pèse près de 3 tonnes. Et ma mère la conduisait comme un bélier. Elle a bondi en avant, l'énorme calandre chromé remplissant ma lunette arrière. Elle m'a percuté. Boum. Ma tête a basculé en arrière. Becca a crié. Tiens bon, ai-je hurlé. J'ai écrasé l'accélérateur, mais la berline plafonnait à 90. La Rolls avait un moteur V12. Elle pouvait jouer avec moi. Elle m'a frappé à nouveau, plus fort cette fois. La berline a dérapé vers la glissière de sécurité. J'ai lutté avec le volant, les pneus fumants. Puis la Lamborghini a rugi, dépassant la Rolls. Julien. Il s'est mis à ma hauteur dans la voie de gauche. Il a baissé sa vitre. Le vent fouettait ses cheveux. Il avait l'air dément, les yeux écarquillés, riant. Il a fait une embardée dans ma voix. Craquement. Le métal a crié contre le métal. Des étincelles ont volé devant ma fenêtre. Il essayait de me faire sortir de la route. Range-toi, espèce d'idiot. Je pouvais l'entendre crier par-dessus le vent. Jamais, ai-je crié en retour, bien qu'il ne puisse pas m'entendre.
Nous approchions d'un pont. Un long pont élevé au-dessus de la vallée fluviale. S'il me forçait à passer par-dessus bord ici, nous étions morts. Julien a pris de l'avance et a freiné brusquement. J'ai freiné aussi, mes pneus se sont bloqués. J'ai senti une odeur de caoutchouc brûlé. Je me suis arrêté à quelques centimètres de son pare-chocs arrière. La Rolls-Royce s'est garée derrière moi, bloquant ma retraite. J'étais piégé. Julien est sorti de la Lamborghini. Il tenait une clé en croix. Il s'est dirigé vers ma voiture, le visage tordu en un grognement. Ouvre la porte, Eric. Donne-moi la fille. J'ai regardé Becca. Elle sanglotait, se bouchant les oreilles. Verrouille les portes, ma chérie. Ne les ouvre à personne. Ferme les yeux. J'ai détaché ma ceinture de sécurité. Je n'allais pas le laisser la toucher. J'ai ouvert ma portière et je suis sorti. Le vent sur le pont était violent. Julien a balancé la clé en croix. J'ai esquivé. Le métal a sifflé au-dessus de ma tête, brisant mon rétroviseur latéral. Je l'ai plaqué. Nous avons heurté l'asphalte durement. Il était plus grand que moi, plus lourd, mais il était mou. Il avait passé sa vie dans des salles de conseil et des country clubs. J'avais passé la mienne sur des chantiers de construction, à transporter du bois et à monter des charpentes. Je l'ai frappé à la mâchoire. J'ai senti un os se fissurer. Il a crié et a lâché la clé en croix. J'ai essayé de la ramasser, mais il m'a donné un coup de pied dans les côtes. La douleur m'a aveuglé pendant une seconde. Espèce de petit morveux ingrat, a-t-il craché, du sang coulant de sa bouche. On t'a tout donné. On a essayé de t'aider. Vous avez essayé de vendre ma fille, ai-je rugi, me jetant à nouveau sur lui. Je l'ai pris en étranglement. J'ai serré. Je voulais en finir avec lui. Je voulais serrer jusqu'à ce que la lumière s'éteigne dans ses yeux. Eric, arrête. La voix de ma mère. J'ai levé les yeux. Elle se tenait près de la Rolls-Royce. Elle tenait une arme de poing, un petit revolver à crosse de nacre qu'elle gardait dans sa table de chevet, et elle le pointait sur moi. Lâche-le, Eric, a-t-elle dit, sa voix stable. Éloigne-toi de la voiture. J'ai figé. J'ai lentement relâché Julien. Il s'est éloigné en rampant, toussant et sifflant, rampant vers les jambes de ma mère comme un chien battu. Maman, ai-je dit, les mains levées. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas tirer sur ton propre fils. Je fais ce que je dois faire pour protéger cette famille, a-t-elle dit froidement. Tu as toujours été faible, Eric. Sentimental. Tu n'as pas le cran pour ce qui doit être fait. C'est ta petite fille. Elle a 6 ans. C'est un actif, a-t-elle crié, perdant son sang-froid pour la première fois. L'entreprise est en faillite. Tout. Si nous ne payons pas Varga, nous sommes morts. Tu comprends? Morts. Mieux vaut qu'elle aille dans une famille riche que nous finissions tous dans un fossé. Tu es folle, ai-je chuchoté. Elle a armé le chien. Éloigne-toi de la voiture, Julien. Va chercher la fille. Julien a essuyé le sang de sa bouche et a commencé à marcher vers ma voiture, vers Becca. Non, ai-je crié, me plaçant devant lui. J'ai dit, bouge. Ma mère a visé ma poitrine. Le temps sembla ralentir. J'ai vu son doigt se resserrer sur la détente. Je me suis préparé à la balle. J'espérais juste pouvoir rester debout assez longtemps pour arrêter Julien. Soudain, un rugissement de moteur. Pas une supercar. Le moteur gémissant et aigu d'une berline poussait à sa limite. J'ai regardé au-delà de ma mère. La Mercedes argentée de Sarah dévalait le pont, se dirigeant droit sur nous. Ma mère s'est retournée. Ses yeux se sont écarquillés. Elle n'a pas eu le temps de tirer. Sarah n'a pas freiné. Elle a fait une embardée, manquant la Rolls-Royce, mais percutant de plein fouet le côté de la Lamborghini, la poussant, ainsi que Julien qui se tenait à côté, vers la rambarde. Crash. L'impact a été assourdissant. Le verre et le plastique ont explosé de partout. Julien a été projeté en arrière par-dessus le capot de la Lamborghini. Il a heurté le sol durement, inconscient. Ma mère a lâché l'arme en hurlant. La voiture de Sarah était froissée, de la vapeur s'échappant du capot. Le silence est tombé sur le pont. Puis, au loin, des sirènes. Beaucoup.
Une symphonie de justice. J'ai couru vers la voiture de Sarah. Elle était affalée sur l'airbag. Du sang sur le front. Sarah. J'ai arraché la portière. Elle a gémi. Ses yeux se sont ouverts en papillonnant. Je l'ai eu? Tu l'as eu, ai-je sangloté. Tu nous as sauvés. J'ai regardé en arrière. Ma mère était à genoux, essayant de réveiller Julien. Elle ne me regardait pas. Elle ne regardait pas Becca. Elle ne regardait que son fils en or et son empire brisé. Des VUS du FBI ont envahi le pont. Des hommes en tenue tactique en sont sortis. Lâché l'arme, les mains en l'air. Je suis tombé à genoux, l'épuisement prenant finalement le dessus. J'ai regardé ma voiture. Le visage de Becca était pressé contre la vitre, les yeux écarquillés. On avait réussi. L'heure suivante a été un tourbillon de gyrophares et de questions. L'agent Reynolds, un homme grand et sévère qui avait l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine, a pris la clé USB de mes mains comme si c'était le Saint Graal. J'étais assis à l'arrière d'une ambulance. Une couverture enroulée autour de mes épaules. Un ambulancier examinait mes côtes. Becca était assise sur mes genoux, refusant de me lâcher. Elle mangeait un biscuit qu'une gentille policière lui avait donné. « Est-ce que mamie va en prison ?» a demandé doucement Becca. J'ai regardé les voitures de patrouille. Ma mère était menottée, appuyée contre le capot d'une voiture de police. Ses cheveux étaient en désordre, son maquillage avait coulé. Elle avait l'air vieille. Pour la première fois de ma vie, elle ressemblait juste à une vieille femme amère, dépouillée de son pouvoir. Elle criait à un avocat au téléphone, les mains menottées, ce qui rendait la chose gênante. Julien était chargé sur une civière, conscient mais groggy, flanqué de 2 officiers. « Oui, bébé », ai-je dit en caressant les cheveux de Becca. « Elle s'en va pour longtemps. »« Tant mieux », a dit simplement Becca. « Elle est méchante. » Sarah était soignée dans une autre ambulance. Je me suis approché d'elle, portant Becca. « Et » ai-je dit. Elle a levé les yeux. Elle avait un bandage sur la tête et son bras était en écharpe. « Et le bébé » ai-je demandé, terrifié. « Il va bien » a-t-elle souri faiblement. Le médecin a dit que l'airbag nous a sauvés tous les deux. Un dur à cuire. Merci, ai-je dit. Je ne sais pas comment te remercier. Sois juste un bon père, a-t-elle dit. C'est tout. L'agent Reynolds s'est approché. Monsieur Brennan, a-t-il dit, nous avons écouté les enregistrements. C'est accablant, ainsi que le grand livre fourni par Sarah. Nous avons assez pour conspiration, traite d'êtres humains, détournement de fonds et tentative de meurtre. Votre mère et votre frère n'obtiendront pas de caution. Et la garde, ai-je demandé. Peuvent-ils encore? Reynolds a secoué la tête. Aucune chance. Vous êtes le héros ici, Eric. Et avec eux en détention fédérale, leurs actifs seront gelés. Mais nous nous assurons que vous et votre fille êtes protégés. Nous allons vous mettre sous protection des témoins jusqu'à la fin du procès. La protection des témoins semblait effrayante, mais pour moi, cela sonnait comme la liberté. Un nouveau départ. Plus besoin de regarder par-dessus mon épaule. Plus besoin de me sentir comme un raté. J'ai regardé le lever du soleil sur les montagnes au loin. Le ciel se peignait de teintes oranges et violettes. Je n'avais pas de travail, pas de maison. Ma voiture était une épave. J'avais $300 à mon nom, mais je tenais ma fille dans mes bras. J'avais tenu ma promesse. Je suis retourné au bord du pont et j'ai regardé la rivière en bas. J'ai pris une grande bouffée d'air froid du matin. Mon téléphone a vibré une dernière fois. C'était une notification de mon email, un message automatisé de la demande d'emploi que j'avais remplie il y a une semaine. Une petite entreprise de construction dans le Montana. Cher Eric, nous aimerions programmer un entretien. J'ai souri. Viens, Becca, ai-je dit, me détournant des décombres de ma vie passée. Allons manger des crêpes. Avec des pépites de chocolat, a-t-elle demandé. Avec toutes les pépites de chocolat du monde. 6 mois plus tard, je me suis retrouvé assis sur un banc en bois dur dans une salle d'audience fédérale. La climatisation bourdonnait si fort qu'elle semblait me percer le crâne. L'odeur de cet endroit était distincte. Ça sentait la cire à parquet, le café rassis et la peur. Surtout la peur, mais pour la première fois de ma vie, la peur n'était pas la mienne.
J'ai ajusté le col de mon costume. C'était un costume bon marché, acheté en prêt-à-porter dans un grand magasin, mais je le portais comme une armure. À côté de moi était assis l'agent Reynolds, l'air aussi stoïque que jamais, et un défenseur désigné par le tribunal pour Becca. Becca n'était pas là aujourd'hui. Je ne la laisserai pas mettre les pieds dans cette pièce. Elle était dans un camp de jour, peignant des tableaux de chevaux et apprenant à être à nouveau une enfant. L'huissier a annoncé l'entrée du juge. Nous nous sommes tous levés. Puis on les a fait entrer. Ma mère, Evelyne, et mon frère, Julien. Les voir en combinaison orange, traînant des chaînes autour de la taille et des chevilles, a été un choc pour mon système que je ne peux pas tout à fait décrire. Ma mère, la femme qu'on n'aurait jamais surprise sans ses perles et ses talons de créateur, avait l'air petite. Ses cheveux grisonnaient aux racines. Elle n'était pas allée chez le coiffeur depuis 6 mois. Sa peau, habituellement couverte de crème coûteuse, semblait parcheminée et fine. Mais ses yeux étaient les mêmes, froids, calculateurs. Quand elle a balayé la pièce du regard et a croisé le mien, elle n'avait pas l'air repentante. Elle avait l'air agacée, comme si tout ce procès fédéral n'était qu'un contretemps pour lequel elle devait renvoyer un assistant. Julien avait l'air pire. L'arrogance avait disparu, remplacée par une nervosité saccadée. Sa mâchoire, que j'avais cassée sur le pont, avait guéri de travers. Il ne voulait pas me regarder. Il fixait la table, ses mains tremblant sur ses genoux. Le procès avait été éprouvant. L'avocat de la défense, un requin que ma mère avait engagé avec le dernier de ses actifs liquidés avant le gel, a tout essayé. Il a essayé de me dépeindre comme un fils en faillite et mécontent cherchant à obtenir de l'argent. Il a essayé de dépeindre Sarah comme une amante éconduite cherchant à se venger. Mais il ne pouvait pas contester les preuves. J'ai été appelé à la barre en premier. Monsieur Brennan, a demandé le procureur en arpentant la tribune du jury. Pouvez-vous dire à la cour ce que votre mère vous a dit sur le pont? J'ai pris une profonde inspiration. J'ai agrippé la rambarde de la barre des témoins. J'ai regardé directement le jury, 12 personnes ordinaires qui avaient l'air horrifiées par l'histoire jusqu'à présent. Elle m'a dit que ma fille était un actif, ai-je dit, ma voix stable. Elle a dit que l'entreprise était en faillite et que vendre Becca à un trafiquant déguisé en agence d'adoption était une transaction nécessaire. Elle a appelé ça une promotion pour elle. Un halètement a parcouru la salle d'audience. J'ai vu une jurée au premier rang, une femme âgée, porter une main à sa bouche. L'avocat de la défense s'est levé immédiatement. Objection. Oui dire. Rejeté, a claqué le juge. Le témoin raconte une conversation directe. J'ai continué. Elle a pointé une arme sur moi, son propre fils. Elle était prête à me tuer pour protéger son style de vie, pour protéger le mensonge qu'elle était une femme d'affaires prospère, alors qu'en réalité, c'était un monstre. Ma mère a ricané de manière audible. Le juge a frappé avec son maillet. Madame Brennan, une autre interruption et vous serez expulsée. Mais le véritable clou dans le cercueil n'était pas mon témoignage. C'était celui de Sarah. Quand Sarah est entrée, elle boitait. L'accident lui avait endommagé la hanche, ce qui avait nécessité une intervention chirurgicale. Mais elle tenait la tête haute. Elle était visiblement enceinte maintenant, d'environ 7 mois. Elle portait ce bébé comme un bouclier. Elle s'est assise à la barre et a tout détaillé. La dépendance au jeu que Julien essayait de cacher, le système de blanchiment d'argent par le biais de l'entreprise immobilière, et le plan désespéré final d'utiliser Becca pour régler la dette avec l'organisation de Vargas. Elle a fait jouer les enregistrements. Entendre la voix de ma mère remplir la salle d'audience silencieuse, discutant du prix d'un enfant humain comme si elle négociait le prix du bois, a été la fin. J'ai vu l'avocat de la défense fermer son carnet. Il savait que c'était fini. Le verdict est tombé en 4 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. Complot en vue de commettre la traite des êtres humains, tentative de meurtre, blanchiment d'argent, fraude électronique. Lorsque le juge a lu la sentence, la pièce semblait être dans un vide. Evelyne Brennan, pour votre rôle de cerveau de cette entreprise criminelle, je vous condamne à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Ma mère a poussé un cri aigu. À vie? Vous ne pouvez pas faire ça. Savez-vous qui je suis? Je sais exactement qui vous êtes, a dit le juge en regardant par-dessus ses lunettes. Vous êtes une prédatrice qui s'est nourrie de sa propre famille. Julien a écopé de 25 ans. Il s'est mis à sangloter,
suppliant maman de régler ça, suppliant le juge d'avoir pitié. J'ai regardé les huissiers les emmener. Ma mère s'est retournée pour me regarder une dernière fois. Elle n'a pas crié. Elle a juste articulé un mot. Ingrat. J'ai regardé les lourdes portes en chêne se refermer derrière eux. Et juste comme ça, les fantômes qui m'avaient hanté pendant 32 ans avaient disparu. Enfermés dans une boîte en béton où ils ne pouvaient plus faire de mal à personne. Je suis sorti du palais de justice et je suis entré dans la lumière aveuglante du soleil. L'air avait un goût différent, un goût de liberté. Sarah m'attendait près des marches. Elle avait l'air fatiguée, mais elle souriait. On l'a fait, a-t-elle dit doucement. On l'a fait, ai-je hoché la tête. Comment te sens-tu? Le bébé. Elle s'est frotté le ventre. Il donne des coups, un petit combattant. Je vais l'appeler Léo, comme mon grand-père. Tu vas être une super maman, Sarah. Je déménage, a-t-elle dit. Je retourne en Oregon. Ma sœur et moi allons ouvrir une petite boulangerie. Ce n'est pas une vie glamour, mais c'est sûr. C'est la nôtre. Tu le mérites. Tout. Alors que je me tournais pour partir, un homme en costume gris s'est approché de moi. Il portait une mallette en cuir et semblait déplacé parmi les journalistes et les badauds. Monsieur Eric Brennan? Oui. Je me suis tendu. Plus d'avocats. J'en avais fini avec les avocats. Je m'appelle Arthur Penalagon. J'étais l'avocat personnel de votre père. J'ai froncé les sourcils. Mon père n'avait pas d'avocat personnel. Ma mère s'occupait de toutes les affaires juridiques de la famille. Monsieur Penalagon a souri d'un sourire triste et entendu. C'est ce qu'elle voulait que tout le monde croie. Mais Thomas, votre père, est venu me voir environ 5 ans avant son décès. Il était au courant des jeux d'argent. Il connaissait les tendances de votre mère. Il ne pouvait pas l'arrêter à l'époque. Elle avait trop de moyens de pression sur lui, mais il a commencé à détourner ses propres revenus personnels, ses honoraires de consultant, les redevances de brevet de ses débuts en ingénierie. Il a ouvert la mallette et en a sorti une épaisse enveloppe. Il a créé une fiducie sans droit de regard. Il m'a nommé exécuteur testamentaire avec des instructions spécifiques selon lesquelles l'existence de cette fiducie ne devait jamais être révélée à votre mère ou à Julien. Elle ne devait vous être remise qu'à 2 conditions. Soit sa mort et celle de votre mère, soit dans le cas où vous seriez séparés du patrimoine familial. J'ai fixé l'enveloppe. Mes mains tremblaient en la prenant. Qu'est-ce que c'est? C'est un héritage, Eric. Pas l'argent sale de l'entreprise immobilière. C'est de l'argent propre, de l'argent durement gagné. Il y a assez ici pour payer vos dettes, acheter une maison et financer entièrement un fonds d'études pour Becca. Et il y a une lettre. J'ai ouvert la lettre là, sur le trottoir. C'était l'écriture de mon père. Une écriture carrée, pratique. Fils, si tu lis ceci, les choses ont mal tourné. Je suis désolé de ne pas avoir été assez fort pour lui tenir tête de mon vivant. J'ai essayé de te protéger en te poussant vers la menuiserie, loin des affaires, en espérant que tu te construirais une vie loin de la toxicité. Je t'ai manqué à bien des égards, mais j'espère que cela te donnera les bases que je n'ai pas pu te fournir. Sois le père que je n'ai pas pu être. Construis quelque chose de réel. Amour, papa. Les larmes ont brouillé ma vision. Je n'avais pas pleuré à l'enterrement. Je n'avais pas pleuré pendant la poursuite, mais je pleurais maintenant. Il ne m'avait pas ignoré. Il n'avait pas préféré Julien. Il m'avait protégé de la seule manière qu'il connaissait, en me tenant à l'écart de la ligne de feu. J'ai regardé Monsieur Penalagon. Merci. Il a levé son chapeau. Il était très fier de vous, Eric. Il a toujours dit que vous étiez le seul à avoir un compas moral. J'ai récupéré Becca au camp de jour 1 heure plus tard. Elle a couru vers moi, les mains couvertes de peinture bleue. Papa, j'ai peint un ciel, a-t-elle crié. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai fait tourner, enfouissant mon visage dans son cou. C'est magnifique, bébé. C'est parfait. On retourne à l'hôtel, a-t-elle demandé. Nous logions dans un motel bon marché fourni par la protection des témoins. Non, ai-je dit, sentant le poids des documents de la fiducie dans la poche de ma veste. On rentre à la maison. Pas le domaine, pas le manoir au sol de marbre froid et au secret dans les murs. Nous avons déménagé dans le Montana. J'ai acheté un terrain près des contreforts des montagnes.
C'était une maison à rénover, une ancienne ferme avec de bonnes bases, mais de la peinture écaillée et un Porsche affaissé. Exactement le genre de projet que j'aimais. J'ai utilisé l'argent avec soin. J'ai remboursé la dette médicale de la maladie de Linda. J'ai mis une grosse somme dans un compte bloqué pour l'avenir de Becca. Et puis j'ai acheté des outils, de bons outils, des scies, des perceuses, des ponceuses. J'ai créé ma propre entreprise. Brennan Menuiserie sur mesure. Pas d'employés, juste moi. Je fabriquais des tables de salle à manger, des fauteuils à bascule, des bibliothèques, des choses que les gens utilisaient pour se rassembler. Des choses qui unissaient les familles plutôt que de les déchirer. Le premier hiver a été difficile. La neige était épaisse et les nuits étaient longues. Mais c'était un bon genre de difficulté. C'était le genre de difficulté qui vous faisait dormir profondément la nuit, pas le genre qui vous tenait éveillé, fixant le plafond, attendant que la police défonce votre porte. Becca s'est épanouie. Elle a commencé l'école dans la ville locale. Elle s'est fait des amis, de vrais amis, pas les enfants de grimpeurs sociaux. Elle a oublié le bruit de la Lamborghini. Elle a oublié la peur. Mais je n'ai pas oublié. J'ai gardé le souvenir de cette nuit sur le pont-vif dans mon esprit. Non pas pour me torturer, mais pour me rappeler de quoi j'étais capable. Je n'étais pas seulement un charpentier. J'étais un protecteur. Un soir, j'étais dans l'atelier, en train de finir un berceau pour un client. L'odeur de sciure de bois et de vernis remplissait l'air. Mon odeur préférée au monde. Becca est entrée en courant, les joues rougies par le froid. « Papa, regarde !» Elle a brandi un bulletin de notes. « Que des A, c'est ma fille !» ai-je rayonné, m'essuyant les mains sur un chiffon. On devrait fêter ça. Pizza? Oui, et une glace. Marché conclu. Alors que nous retournions à la maison, la neige crissant sous nos bottes, j'ai levé les yeux vers le ciel. Il était vaste, rempli de plus d'étoiles que je n'en avais jamais vu au domaine. J'ai pensé au mot « riche ». Ma mère pensait que ça signifiait des Rolls-Royce et des country clubs. Julien pensait que ça signifiait pouvoir et influence. J'ai regardé ma fille tenant ma main, en sécurité et heureuse. J'ai regardé la maison que je réparais de mes propres mains. J'ai senti le chèque de ma première grosse vente dans ma poche. De l'argent que j'avais gagné honnêtement. J'étais l'homme le plus riche du monde. 3 ans ont passé depuis la nuit où j'ai récupéré ma fille. Becca a 9 ans maintenant. Elle est grande pour son âge, avec le sourire de sa mère et mon entêtement. Elle ne pose plus de questions sur grand-mère Evelyne ou oncle Julien. Pour elle, ce ne sont que des ombres dans un mauvais rêve qu'elle a eu il y a longtemps. Je suis assis sur le porche de la maison que j'ai construite. Elle est terminée maintenant. J'ai remplacé les poutres affaissées par du chêne massif. J'ai peint le revêtement d'un bleu ardoise chaleureux. J'ai construit une terrasse enveloppante où je bois mon café chaque matin et regarde le soleil se lever sur les sommets. Mes affaires marchent bien. Je ne suis pas millionnaire et je ne veux jamais l'être. J'ai assez. Assez pour payer les factures. Assez pour emmener Becca camper le week-end. Assez pour dormir la nuit. Sarah nous a rendu visite l'été dernier. Elle a amené le petit Léo. C'est un bambin chaotique et heureux aux cheveux bouclés. Le regarder jouer avec Becca dans le jardin, poursuivant le Golden Retriever que nous avons adopté, m'a procuré un sentiment de paix que je ne savais pas possible. Sarah et moi ne sommes pas ensemble. Ce serait trop compliqué compte tenu de notre histoire. Mais nous sommes une famille. Le genre de famille forgée dans le feu. Parfois, quand le vent souffle dans la vallée la nuit, je pense au concept de sang. Les gens vous disent que le sang est plus épais que l'eau. Ils l'utilisent comme une arme. Ils l'utilisent pour vous culpabiliser de rester dans des situations toxiques, pour vous faire accepter les abus parce que c'est la famille. Ma mère l'utilisait comme une chaîne. Julien l'utilisait comme un bouclier. Mais j'ai appris à la dure que le sang n'est que de la biologie. C'est une loterie génétique. Il ne garantit pas l'amour et certainement pas la loyauté. La vraie famille, ce sont les gens qui sont là. Ce sont les gens qui écraseraient leur voiture pour sauver la vôtre. Ce sont les gens qui vous tiennent la main quand vous avez peur. C'est Sarah. C'est l'agent Reynolds qui envoie toujours une carte de Noël chaque année. C'est mon père qui me parle d'outre-tombe à travers une lettre et un fonds fiduciaire qu'il a caché pendant des décennies. Je regarde la cicatrice sur mes côtes où Julien m'a donné un coup de pied. Elle est estompée maintenant. Une fine ligne blanche.
C'est un rappel que les personnes qui sont censées vous aimer le plus sont parfois celles capables de vous blesser le plus profondément, mais c'est aussi un rappel que j'ai survécu. Je me souviens du texto qui a tout déclenché. Ne fais pas confiance à ton frère pourri. Sarah avait raison. Il était pourri. Tout l'arbre généalogique était pourri. Infecté par une maladie d'avidité et de narcissisme qui allait jusqu'aux racines. Mais je ne l'étais pas, et Becca ne l'est pas. Nous étions les branches qui se sont cassées pendant la tempête et nous nous sommes plantés dans un nouveau sol. Et ici, dans cette terre propre et fraîche, nous grandissons. Je pose ma tasse de café et je regarde Becca courir dans les hautes herbes, poursuivant un papillon. Elle trébuche, tombe, et pendant une seconde je me tends. Mais elle rit simplement, secoue la terre de ses genoux et continue de courir. Elle est résiliente. Elle est libre. Je prends mon téléphone. Pas d'appel manqué, pas de texto frénétique. Juste une photo que Sarah a envoyée de Léo en train de manger un cupcake. Je réponds, ça a l'air délicieux. Vous me manquez. Je mets le téléphone dans ma poche et je descends les marches pour rejoindre ma fille. Elle me voit arriver et me fait un signe de la main. Papa, regarde-moi faire la roue. Je regarde, bébé. Je regarde toujours. Et je le fais. Je regarde la belle vie que nous avons construite sur les décombres. Je regarde l'avenir. Et pour la première fois, il n'a pas l'air effrayant. Il a l'air brillant. Je m'appelle Eric. Je suis charpentier. Je suis père. Et je suis l'homme qui a renoncé à une fortune pour sauver son plus grand trésor. Et je le referai sans hésiter. Amis, merci d'avoir écouté mon parcours. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de cette histoire, c'est celle-ci, faites confiance à votre instinct, même lorsqu'il crie contre les personnes que vous êtes censés aimer. On nous apprend dès le plus jeune âge à honorer nos parents et à soutenir nos frères et sœurs. Mais le respect ne doit jamais se faire au détriment de votre sécurité ou du bien-être de vos enfants. Les membres toxiques de la famille comptent sur votre culpabilité pour vous manipuler. Ils utilisent le mot « famille » comme une arme pour vous maintenir dans le rang. Ma mère et mon frère avaient de l'argent, du pouvoir et un statut, mais il leur manquait la seule chose qui rend un être humain précieux, l'empathie. Si vous êtes dans une situation où vous vous sentez en danger, manipulé ou utilisé par votre famille, sachez qu'il est acceptable de partir.